Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette séance ordinaire du 12 novembre. Tous les conseillers et conseillères sont présents. Nous sommes avec Mme Dominique Tremblay, notre directrice générale et greffière. En salle, Mme Lison Huard, greffière adjointe, qui se charge, évidemment, avec nos médias, de la diffusion de l'Assemblée. Alors, je déclare l'Assemblée ouverte. Le projet d'ordre du jour que vous avez en main, nous verrons au point 3 les procès-verbaux, la séance ordinaire du 8 octobre et la séance extraordinaire du 21 octobre. Au point 4, dans mes messages aux différents dossiers du Conseil, nous verrons à 4.1 et à 4.2 les états financiers 2023 de la Ville et de l'entente intermunicipale en sécurité incendie. En présence, donc la présentation nous sera faite par Mme Arsenault du cabinet de Mallette, donc dans quelques minutes. À 4.3, la journée de sensibilisation au cancer de la prostate. À 4.4, les décorations de Noël. À 4.5, la commémoration aux anciens combattants. Et à 4.6, des situations de manque de respect. Au point 5, en développement économique, nous verrons le dépôt d'un projet pour la réalisation de levées bathymétriques. Au point 6, en développement culturel et communautaire, nous verrons à 6.1 le message de la conseillère Mme Jeannie Tremblay, suivi du dépôt de projet pour la réalisation d'habitations abordables. Au point 7, en urbanisme et mise en valeur du milieu, à 7.1, le message du conseiller M. Mario Desbiens, suivi du rapport des permis de rénovation et de construction. Au point 8, en sécurité publique, le message du conseiller M. Richard Foster, suivi du dépôt de projet pour la bonification du SUMI, sauvetage en milieu isolé, sauvetage d'urgence en milieu isolé. Au point 9, dans les travaux publics, à 9.1, le message du conseiller M. Richard Foster, à 9.2, autorisation de paiement pour l'achat du sel de déglaçage, à 9.3, le dépôt du projet dans le programme Primo pour le remplacement des conduites d'aqueduc et d'égouts sous la route 138. Et à 9.4, le programme d'aide à la voirie locale. Au point 10, en tourisme, le message de la conseillère Mme Gina Lheureux. Au point 11, en hygiène du milieu, le message de la conseillère Mme Nadine Gagné. Au point 12, en loisirs et sport, le message du conseiller M. Carole Girard, suivi des travaux de réfection du toit du salon de quilles. Au point 13, en administration, à 13.1, l'approbation et le paiement des comptes. À 13.2, le rapport de la directrice générale sur les contrats accordés. À 13.3, la présentation des états comparatifs. À 13.4, une marge de crédit au fonds d'immobilisation. À 13.5, approbation des documents à détruire dans la gestion des archives. À 13.6, autorisation de déplacement. Au point 14, dans les ressources humaines, engagement au service de sécurité incendie. Au point 15, dans les actes législatifs, nous verrons à 15.1 le prolongement de la 4e avenue. À 15.2, l'adoption du règlement 2024-326. À 15.3, avis de motion sur le règlement 2024-327. À 15.4, l'avis de motion sur le règlement 2024-328. À 15.5, l'avis de motion sur le règlement 2024-329. À 15.6, l'avis de motion sur le règlement 2024-330. Et à 15.7, une directive relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle, évidemment la langue française. Ce projet d'ordre du jour vous convient? Oui. Proposition par M. Richard Foster. Ça va à tous? Oui. Avant d'aborder les procès-verbaux, permettez-moi d'adresser, au nom de l'ensemble du Conseil et de l'ensemble de nos citoyens, une mention spéciale à Mme Lison Huard, notre greffière adjointe, qui cumule cette année 41 ans de loyaux services à la ville de Forestville. Alors, ça a été mis en évidence au congrès annuel de l'Association des directeurs municipaux du Québec et nous partageons cet éloge aujourd'hui à l'égard de Mme Huard. 41 ans de service
c'est exceptionnel et ça mérite vraiment toute notre reconnaissance. Elle a commencé à 9 ans parce qu'elle a juste 5 ans. Elle a commencé très, très jeune, mais on espère la garder encore longtemps. Une vingtaine d'années. Au moins, au moins. Félicitations. Une fidèle collaboratrice. Alors, à l'adoption des procès-verbaux, donc la séance ordinaire du 8 octobre, conseillers, conseillères, vous avez eu accès à ces documents pour que je sois dispensée de la lecture intégrale, à moins de corrections. Adoption proposée, Monsieur Carole Girard. Tout le monde est d'accord? Oui. On a dû tenir une séance extraordinaire en date du 21 octobre qui était pour compléter le déploiement là, sur la 4e avenue, un achat de terrain qui était nécessaire dans l'évolution du dossier. Donc, on le fait en séance extraordinaire pour ne pas retarder le projet. Vous avez eu accès aussi au procès-verbal. Ça va pour tous. Une proposition pour adoption. Madame Lheureux. Ça va pour tous? Oui. Alors, sans plus tarder, on va passer aux états financiers à 4.1 et à 4.2, ceux de la ville en priorité, ensuite l'entente incendie. Madame Geneviève Arsenault du cabinet de Mallette est avec nous, faire la présentation dans les grandes lignes, bien sûr. Madame Arsenault, le micro est à vous. Parfait, merci Madame Anctil. Donc, avant de commencer, je tiens aussi à féliciter Mme Huard pour ses 41 ans de loyaux service. C'est pas rien. Félicitations, c'est très notable. Alors, ce soir, c'est moi la représentante du cabinet Mallette qui audite les états financiers des services incendies de la Société aussi de développement de Forestville et de la ville de Forestville. Alors, je viens vous présenter là, les états financiers audités. Je suis comptable professionnel agréé et aussi associée chez Mallette. Je ne travaille pas seule. Cette année, sur les audits, il y a plusieurs personnes qui ont été mobilisées, incluant toute l'équipe des finances de la ville de Forestville, parce qu'on sait qu'un audit, c'est exigeant et c'est demandant. Ça s'ajoute à leur quotidien mensuel. Alors, cette année, il y a Valérie Langlois qui est comptable professionnel agréé aussi, qui a travaillé sur l'audit de façon importante, Justine Laure également. Alors, je vais commencer par les services des incendies. Les services incendies, ces chiffres-là se retrouvent dans les états financiers audités de la ville. C'est comme une extraction vraiment du département des incendies qu'on vient auditer parce qu'il y a des partages de coûts entre les municipalités membres. Alors, je vais vous présenter le rapport. Je vais partager mon écran. Est-ce que vous me confirmez que vous voyez bien l'écran? Oui. Alors, le rapport de l'auditeur, le même année après année, cette année, une particularité que je veux porter à votre attention, c'est qu'il y a une réserve au rapport. Cette réserve-là va aussi se retrouver dans les états financiers de la ville de Forestville. Si je vous résume cette réserve-là, c'est que depuis le 1er janvier 2023, donc le début de l'année qu'on auditait, les normes comptables ont mis en place un nouveau chapitre qui oblige les municipalités, en fait tout le secteur public, à recenser leurs immobilisations, voir cette présence d'amiante dans les immeubles, et si oui, à faire un calcul de qu'est-ce que ça va coûter dans le futur là, à désamianter. Donc, c'est des calculs quand même complexes. Pour l'instant, la Ville n'a pas débuté le travail là, pour faire ces calculs-là, donc on se doit de mettre une réserve au rapport parce qu'il y a une dérogation à ce chapitre-là. Mais pour le reste, c'est similaire à l'an dernier. Donc, je ne vous en ferai pas la lecture exhaustive. Là, il est déposé en séance, mais on précise entre autres les responsabilités de la direction, les responsabilités de la gouvernance qui sont les élus, et puis les responsabilités aussi de l'auditeur. Donc, tout est détaillé dans le rapport daté d'aujourd'hui. Ensuite, je vous amène aux chiffres. Alors là, moi, je vous parle de 2023. On est rendu plus loin en 2024, là, mais je vous amène vraiment pour l'année du 1er janvier au 31 décembre 2023. Donc, vous avez toujours deux colonnes. La colonne qui est le plus à gauche en gras 2023 que je vais vous parler, et puis vous avez 2022 à droite. Donc, on peut les comparer pour voir comment le service des incendies évolue dans le temps. Au niveau des revenus, qui sont détaillés en annexe, on voit qu'il y a une croissance au niveau des revenus. C'est une croissance au niveau des revenus, c'est qu'il y a aussi une croissance au niveau des charges. Tout ça est intervenu.
Au niveau des charges, vous les avez par 3 grands départements, services de prévention. Là, il y a eu une hausse là, au niveau des coûts de services de prévention, entre autres l'embauche de 2 ressources supplémentaires dans l'équipe et un peu plus de formation également. Opération des casernes, là, il y a une économie au niveau de ce département-là et dépenses du directeur, une légère hausse. Total de charges, 1,3 million, donc on a moins de charges que de revenus, qui fait un excédent de l'exercice de 167 000. Je vais me permettre d'arrondir pour faciliter la lecture. Ce montant-là, cet excédent-là, a été utilisé pour faire l'acquisition d'équipements. Entre autres, en 2023, il y a eu une acquisition de stations de remplissage d'air. Il y a des subventions de rattachés qui sont dans les revenus plus hauts. Et puis de l'équipement de sauvetage également, un projet de sauvetage. Donc, les surplus ont servi à faire ces acquisitions-là. On retranche l'amortissement des immobilisations de 72 000 pour arriver à un excédent de l'exercice de 95 000. Cet excédent-là s'ajoute aux excédents accumulés depuis les tout débuts, qui fait que le service des incendies termine avec un excédent accumulé de 328 000. Puis, il faut comprendre que cet excédent accumulé-là est investi dans les immobilisations, donc il n'est pas disponible. Il faudrait vendre les équipements pour voir cet excédent-là. Je poursuis. Ces chiffres-là, le 328 000, vous allez le retrouver à l'état de la situation financière. On le revoit ici, il est reporté. Donc, c'est le deuxième et dernier état que je voudrais vous présenter au niveau des services incendies. Les actifs financiers de l'entente totalisent 545 000. Au niveau des passifs, on a le même montant. Je vais porter à votre attention les revenus reportés, qui sont les codes-parts qui ont été perçus des municipalités membres, mais qui n'ont pas encore été dépensés. Donc, c'est un peu le coussin des services incendies. Donc, c'est vraiment des codes-parts perçus, pas encore dépensés. Donc, ça fait grosso modo, les chiffres se balancent. C'est toujours en comptabilité, on aime ça quand ça balance. Donc, on a les mêmes montants là, qui se reportent. Est-ce que ça va pour les services incendies? Le reste, c'est des notes complémentaires. Là. Il y a rien de... Vous avez, je peux vous montrer à l'écran, mais je ne vais pas aller dans le détail. Là. On a aussi la répartition des revenus reportés, que je vous dis, les codes-parts perçus par municipalité et non dépensés. Donc, on a vraiment par une répartie là, sur chaque municipalité non. Questions, commentaires? Conseillers, conseillères, ça va? Parfait. Ça va? Oui. On passe à l'artillerie lourde de la ville. Je vous les amène à l'écran. Un peu plus costaud comme état financier. Donc, je vais pas vous étourdir, mais je vous amène quand même pour montrer le rapport de l'auditeur qui est notre rapport à nous, qui est notre principal livrable qui accompagne les états financiers. Donc, comme je vous le disais, il y a la même réserve que dans les services incendies. Cette norme-là s'applique à tout le secteur public, donc tout le gouvernement, les entités qui gravitent autour du gouvernement du Québec. Donc, on a la même réserve. Le passif n'a pas été, les démarches n'ont pas été faites en 2023. Mais pour le reste, tout est conforme. Donc, on dit dans le niveau de notre opinion qu'à notre avis, à l'exception des incidences du problème décrit dans la section fondement de l'opinion avec réserve de notre rapport, les états financiers consolidés ci-joints donnent dans tous leurs aspects significatifs une image fidèle de la situation financière consolidée de la Ville au 31 décembre ainsi que des résultats consolidés de ses activités. Et ça, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Il y a une petite coquille ici, je vois des points d'interrogation, je vais les enlever pour le dépôt là, qui va être fait à la séance. Pardon. Alors, je vous amène aux chiffres maintenant. Oups. Et le sommaire, je vous présente l'état sommaire qui est vraiment, excusez, ça commence ici, c'est une plateforme qui est pilotée par le ministère des Affaires municipales. Donc, eux, toutes les municipalités au Québec là, ont le même rapport financier. Ils ont préparé un sommaire qui résume bien l'information la plus pertinente à vous dire. Mais sinon, le rapport financier au complet là, fait 85 pages. Donc, on ne va pas rentrer sur ce sommaire-là. Là, vous avez 5 colonnes. Moi, je vais porter votre attention sur celle du centre, mais quand même,
rapidement, la première colonne, c'est les réalisations de l'administration municipale de 2022, donc l'an dernier. Donc, on peut comparer à la colonne du centre, la réalisation de 2023 avec 2022. Vous avez ici le budget adopté par la Ville, qui est un budget équilibré. Le réel de la Ville pour l'année 2023. L'organisme contrôlé, ça, c'est la SEDF. Qui est contrôlé par la Ville parce que le conseil d'administration est composé majoritairement d'élus. Donc, il faut venir le consolider dans les états financiers de la Ville. C'est ce qu'on a fait. Et puis, le total consolidé. Donc, ce soir, là, on va se concentrer sur l'administration municipale. Les revenus de fonctionnement, donc tout ce qui est le courant, la municipalité, bien, la Ville a terminé avec 7,9 millions de revenus. C'est très comparable au budget et même à l'an passé, un peu mieux que l'an passé, mais il n'y a pas des grosses variations à ce niveau-là. Au niveau de l'investissement, il y a des gros montants de revenus d'investissement. 2023, c'est une grosse année de projets pour la Ville, notamment le quai. Alors, il y a beaucoup de subventions de rattachées à ce projet-là. Donc, c'est ce qu'on appelle les revenus d'investissement. 7,7 millions. Un total de revenus de 15,6 millions. À cela, on soustrait les charges de l'année qui incluent l'amortissement de 8 millions pour arriver à un excédent d'exercice de 7,6 millions. Ensuite, on veut se ramener sur une base de fonctionnement, donc on veut exclure les revenus d'investissement qu'on a à la ligne 2, donc on vient les soustraire à la ligne 6. On arrive à un excédent de fonctionnement d'exercice avant conciliation des fins fiscales. En fait, c'est un déficit de 137 000. Par la suite, pour se conformer au secteur public, on vient faire des ajustements à des fins fiscales. Donc, les principaux ajustements, c'est l'amortissement qu'on vient désallouer, le remboursement de capital de la dette et aussi les appropriations de surplus lorsque la Ville, le conseil municipal décide d'utiliser le surplus pour financer certaines dépenses. Ces ajustements-là totalisent 919 000 $, qui fait que la Ville termine l'année 2023 avec un excédent de fonctionnement d'exercice à des fins fiscales de 782 000 $. Une précision par rapport à ce chiffre, c'est qu'au niveau de cette ligne-ci, il faut savoir que pour balancer le budget 2023, le conseil municipal avait voté une appropriation de surplus là, de 579 000 que vous voyez ici. Donc, cette appropriation de surplus-là est inclus dans les revenus ici. Mais finalement, elle n'aurait pas été nécessaire. Ça s'est autofinancé, mais comme ça a été voté en conseil et inclus dans le budget, ben, on l'apparaît. Donc, si ce n'était pas l'appropriation de surplus, l'excédent aurait été là, de 202 000 $. C'est bon, je continue pour la suite. L'autre état que je vais vous montrer, c'est le sommaire de la situation financière. Encore une fois, on a 4 colonnes. On va se concentrer sur le réel de la Ville 2023. Je ne ferai pas toutes les lignes. Je vais porter votre attention à la ligne 11, qui est la dette nette. C'est une information qui intéresse beaucoup les contribuables et les élus. Donc, la dette nette, elle a augmenté. Il faut s'attendre, avec les investissements importants qui ont été faits au niveau des infrastructures du quai. On a presque 10 millions de prises de valeur au niveau des immobilisations. Il y a une grosse partie qui est financée, mais il y a une partie qui est à la charge de la municipalité, donc il faut s'y attendre. Donc, pour l'instant, ce n'était pas un règlement d'emprunt, c'était vraiment un emprunt temporaire le temps que les projets se terminent puis que les règlements d'emprunt rentrent. Mais une augmentation au niveau de la dette nette par rapport à l'an passé. Donc, l'an passé, 2 millions, cette année, 4,4 millions. Mais par contre, une valeur d'actifs qui a augmenté de plus de 10 millions. Donc, l'augmentation d'actifs est plus importante que la dette nette. Les deux autres chiffres que je veux porter à votre attention en séance, c'est la ligne 15, donc l'excédent de fonctionnement non affecté, qui est de 1,7 million, qui est le coussin, le bas de laine de la Ville là, pour qu'elle peut s'approprier pour financer des dépenses imprévues ou équilibrer ses budgets. Donc 1,7, c'est une hausse par rapport à l'an dernier. Et puis, on a aussi la ligne 19, là, les financements des investissements en cours par rapport aux gros projets, des règlements d'emprunt à venir, là, entre autres. Là, on était à 3,5 millions environ au 31 décembre. Ça va toujours? Oui. Parfait. Je vous amène ensuite
je vais aussi voler avec vous le détail des revenus et des dépenses. Les revenus, je vous le montre à l'écran. C'est les mêmes chiffres qu'on a vus ensemble à la première page, mais qu'on vient détailler. Donc, vous les avez par grande catégorie, mais comme on se rappelle, les chiffres étaient très comparables au budget, même à l'année dernière, je ne pensais pas trop de temps, mais il y a un détail effectif à ce niveau-là. Ensuite, le sommaire des charges consolidées. Donc là, c'est intéressant parce qu'on a le total des charges qu'on voyait à la première page, mais explosé par département de la ville. Donc ça, on pourrait comparer ensemble les données consolidées, le réel 2023-2022. On se rappelle, je vais feuilleter que les totaux, ben, on a une hausse au niveau des charges consolidées. Donc, pour le département de l'administration générale, une légère hausse. Les explications principales, il y a eu davantage de formation au niveau de l'administration générale. Ensuite, au niveau de la sécurité publique, là, on a les services incendies qu'on a présentés là, en débutant, qui s'y retrouvent dans ces chiffres-là. Donc, une hausse au niveau de la sécurité incendie, mais il faut savoir qu'il y a aussi une hausse des revenus là, dans ce département-là, des revenus de code-part. Principalement, là, comme on disait tout à l'heure, l'embauche de nouvelles ressources, plus de formation également. Ensuite, au niveau du transport, là, il y a une ligne réseau routier, bon, ça a augmenté, alors que le transport collectif a diminué. Au niveau du réseau routier, ce qui ressortait, c'est des dépenses de réparation de rue supplémentaires de 78 000, le déneigement qui a coûté plus cher à l'année 2023 et aussi un incident d'un équipement chargeur sur roue qui a coûté plus de sous par rapport à l'an dernier. Si je continue au niveau de l'hygiène du milieu, l'hygiène du milieu, ben, là aussi on a une au niveau de l'eau et des égouts. Mais par contre, on a une augmentation au niveau des matières résiduelles. Eau et égouts, il y avait une dépense exceptionnelle l'an dernier de vidange des boues qui n'est pas revenu. Et matières résiduelles, il y a une hausse de code-part au niveau de la MRC. Je vais dans les principales explications, c'est sûr, c'est le cumul de plusieurs choses. Là, mais, ensuite, les autres postes de dépenses, vous avez aménagement, urbanisme et développement. Ça, c'est assez comparable, donc je vous en parlerai pas davantage. Loisirs et culture, là encore, on a une hausse. Loisirs et culture, là, plus de salaire, entretien, parc et musée, qui a coûté aussi davantage et un peu plus de coûts d'électricité. Au niveau des frais de financement, là, c'est une baisse. On a plusieurs frais qui ont pu être capitalisés là, au projet d'investissement important. Donc, ça fait le tour. Au niveau de l'investissement, ben là, on est en projet, donc on a beaucoup de dépenses, mais de l'argent à venir. Donc, c'est pour ça qu'on arrive à un déficit au niveau de l'investissement, mais ça va se résorber l'an prochain. C'est normal qu'il y ait un décalage là, à ce niveau-là. Donc, le moment que la dépense est engagée, puis que les revenus rentrent. Voilà pour ma présentation. Je passerai peut-être aux questions. Des questions. Questions, commentaires, précisions? Ça va pour tous? Oui, c'était très clair. Ça va? Oui. Parfait. Alors, merci beaucoup, Mme Arsenault. Hey, ça me fait plaisir. Alors, on va poursuivre, nous, de notre côté, par des résolutions pour adopter. Bonne fête de soirée. Au revoir, Merci. bonne fête de soirée. Merci. Alors, pour le 4.1, donc, ça nous prend une résolution pour accepter tel que déposé les états financiers de la ville de Forestville au 31 décembre 2023, préparé par la firme de vérification Mallette. Et par la même résolution, autoriser la directrice générale greffière à signer les états financiers. Proposition de M. Desbiens, tout le monde est d'accord? Oui. On a vu aussi les états financiers de l'entente intermunicipale. Donc, le libellé est le même. Accepter les états financiers au 31 décembre 2023. Autoriser Mme Tremblay à signer les états financiers. Proposition. Je propose. Mme Nadine Gagné.
Ça va pour tous? Oui. Je vais quand même ajouter, avant qu'on passe aux autres sujets, la formule a un peu changé, mais par la loi, le maire est quand même tenu là, de faire un court résumé, mais il y a des feuilles en salle. Donc, les états financiers 2023 consolidés, audités par la firme Mallette, nous ont été déposés en ce 12 novembre 2024. Les résultats révèlent un excédent de fonctionnement des fins fiscales pour l'année 2023 de 781 745 $ et un excédent, un surplus accumulé de fonctionnement qui est de 714 902 $, 1,7 million. Les documents sont disponibles au bureau de la municipalité pour qui voudrait le voir plus en détail. Dans la déclaration du maire aussi à l'égard des citoyens, la rémunération des membres du conseil. Alors, on dit, le libellé, la mairesse a reçu pour 2023 une rémunération de 16 502 $ et une allocation de 8 251 $. Chaque membre du conseil a reçu une rémunération de 3 788 $ et une allocation de dépenses de 1 894 $. La liste des contrats de plus de 25 000 $. Alors, la loi oblige, quand il y a des contrats de plus de 25 000 $ ou plusieurs contrats qui totalisent plus de 25 000 $, qu'une déclaration soit faite à cet effet-là. Donc, la liste des contracteurs du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 est disponible au bureau de la greffière et sur le site Internet de la Ville. Alors, voilà donc pour les grandes lignes du rapport financier. On peut affirmer, après cette vérification, la santé financière de la Ville est excellente. Merci à ceux qui tiennent les cordons de la bourse. Madame la directrice et votre équipe. À 4.3, la journée de sensibilisation au cancer de la prostate, on sait que c'est le mois de novembre, de November. Alors, on nous dit qu'en moyenne, 6 500 Québécois reçoivent ce diagnostic annuellement et qu'environ 1000 hommes décèdent par année de cette maladie. Alors, il y a un organisme de bienfaisance au Québec qui s'appelle Procure, qui est vraiment dédié à la lutte contre le cancer de la prostate, que ce soit autant dans la recherche, l'information, la sensibilisation, soutenir, et tous les fonds amassés sont réinvestis au Québec. Alors, comme la ville de Forestville et sa population jugeons l'importance du dépistage et que ce dossier soit porté à l'attention de tous et chacun, il est donc résolu que le Conseil de la Ville déclare mardi prochain, qui est le 19 novembre, la journée de la sensibilisation au cancer de la prostate en soutien à la campagne de November de l'organisme Procure. Résolution, s'il vous plaît, à cet effet. Madame Jenny Tremblay. Tout le monde est d'accord? Oui. À 4.4, c'est le temps un peu de parler des décorations de Noël. Habituellement, après l'Halloween, on commence à penser aux fêtes qui s'en viennent. C'est peut-être un peu tôt, mais au niveau des décorations, j'y reviens toujours à cette période-ci parce que je me dis, il ne fait pas encore très froid. Donc, ça peut être agréable de commencer à préparer ces décorations de Noël. Je souhaiterais, encore une fois, et le conseil se joint à moi, on souhaite que nos rues soient illuminées, que ce soit attractif, attrayant. Souvent, il y a des gens qui passent dans les rues, puis quand il y a toutes sortes de belles décorations, c'est magnifique. Nous referons cette année d'ailleurs un concours des plus belles décorations de Noël par un jury qui fera le tour des rues de la ville. Et je redis toujours, pour que ça soit beau, c'est pas nécessaire de dépenser des grandes fortunes, plein d'argent. Un fil illuminé, une couronne, un arbre de Noël, ça fait quelque chose de très, très beau. Et si d'une maison à l'autre, il y a des lumières, bien vraiment, ça fait des rues joyeuses et attractives. Alors, appel à tous, il fait beau. On n'a pas trop besoin d'être habillés avec nos mitaines et nos tucs pour travailler dehors. Alors, ça serait vraiment charmant.
que les gens, les propriétaires de résidences, de commerces aussi, attirent l'attention par des décorations. Je profite de l'occasion de parler des commerces, l'achat local, toujours un élément fort important, se rappeler que l'achat local, c'est de l'investissement dans notre milieu, c'est des emplois qui sont maintenus. Alors, tout ce qu'on peut trouver dans notre municipalité, commencez par faire le tour dans nos propres commerces avant d'aller ailleurs. À 4.5, la commémoration des anciens combattants. Alors, le 11, hier, pour la 3e année, nous avons souligné par une cérémonie dans notre parc du souvenir en face de l'Hôtel de Ville la mémoire des hommes et des femmes qui ont joint les forces armées canadiennes au fil de leur vie pour aller défendre la paix, la liberté et la justice dans le monde. Alors, ça s'est très bien déroulé. On a eu une belle cérémonie. Les élèves d'histoire de la Polyvalente des Rivières étaient avec nous. Il y avait plus d'une centaine de personnes. Alors, vraiment, vraiment apprécié. Mon message est aux citoyens. Nous voulons, au niveau du Conseil, inviter les citoyens qui ont, dans l'histoire de leur famille, des personnes, que ce soit leurs parents, des frères, des sœurs, qui ont été dans les forces armées canadiennes, dans toutes sortes de métiers, déployés dans des pays de guerre et de paix, de nous informer. On en a une liste, mais on pense qu'on les connaît pas toutes. Alors, il appartient aux citoyens vraiment de nous faire connaître leur histoire familiale pour que nous puissions honorer ces personnes, que ce soit des personnes qui sont vivantes ou que ce soit à titre posthume. C'est aussi possible d'honorer leur vie dans les forces armées canadiennes. Alors, vraiment une invitation à nous, appelez-nous, contactez-nous, écrivez le texte qui nous ferait connaître des gens de vos familles. Ce serait très apprécié. À 4.6, dans mes messages, je me dois de revenir sur le sujet « Situation de manque de respect ». À l'Assemblée du mois dernier, je parlais au niveau des permis de rénovation et de construction, comment c'était parfois difficile au niveau des gens qui arrivent à la dernière minute puis qui souhaitent avoir des permis rapidement puis qui sont parfois mécontents, que ça prenne un certain délai. Mais je reviens sur le sujet de façon encore plus importante parce que au niveau de nos employés, puis je le rappelle, toute personne a le droit de travailler dans un environnement sain et sécuritaire. C'est une obligation qu'on a d'ailleurs en tant qu'employeur. Et malheureusement, il arrive que des gens, qui pour toutes sortes de raisons, ça peut être au permis en urbanisme et toutes sortes d'autres raisons, qui ont du mécontentement. Et ils peuvent en avoir, soit dit en passant, et nous sommes ouverts à les écouter, mais ce qu'il faut rappeler, c'est que ça doit se faire dans le respect. Okay? On n'a pas à crier après les employés, à sacrer après les employés, et nous ne tolérerons aucun cas de manque de respect. Puis je veux faire cet avis au nom du Conseil de façon très sérieuse parce que la loi nous permet vraiment d'aller en mise en demeure et même en plainte à la Sûreté du Québec. Alors, vraiment, je demande la collaboration. Un mécontentement, un désappointement, ça peut s'exprimer, nous allons l'entendre, mais à la condition que ce soit exprimé avec le respect qu'il se doit. En développement économique, maintenant, à 5.1, le dépôt d'un projet pour qu'on puisse réaliser des levées bathymétriques. Les levées bathymétriques, c'est la voie d'accès au quai. Hein, c'est la hauteur avant d'atteindre le sable. Vous savez, la ville ici, on a eu au fil des années du dragage, donc un corridor d'accès. Mais nos dernières données bathymétriques étaient en date de 2016.
Alors, et c'est très important pour l'utilisation du quai, quand il y a des gens qui veulent accoster ou qui planifient de faire des projets et des affaires, bien, la bathymétrie, c'est la base. Et 2016, ça commence à être un peu passé date. Alors, il y a vraiment la nécessité que ce soit mis à niveau. Et donc, on a fait appel et c'est la firme WSP qui nous a présenté une offre de service pour réaliser cette bathymétrie. Et nous voulons présenter un projet, une demande d'aide financière pour réaliser ce projet-là. Donc, la résolution est d'autoriser Mme Alison Durocher-Savard, qui est notre directrice du développement économique, à déposer une demande d'aide financière auprès de la MRC dans le cadre d'un programme de soutien au projet d'études, bon, et signer l'ensemble des documents. Il y aura une mise de fonds qui serait nécessaire. La Ville confirme qu'elle mettrait sa mise de fonds et de m'autoriser, de même que notre directrice générale, à signer les documents nécessaires. Alors, à moins d'une découverte extraordinaire dans la mer, cette étude et les rapports qui nous seraient produits seraient de l'ordre approximatif de 19 000 $. Donc, résolution pour qu'on puisse passer ce mandat à WSP. Monsieur Richard Foster a fait la proposition. Tout le monde est d'accord? Oui. À 6.1 maintenant, dans le développement culturel et communautaire, le message de la conseillère de Mme Jeannie Tremblay. Merci, Mme Anctil. Plusieurs activités auront lieu au cours des prochaines semaines à Forestville, entre autres le 16 novembre prochain, de 10h à 16h. Ne manquez pas le marché de Noël à la salle Ginette B. Sirois, du complexe Guy Ouellet. Ensuite, le 22 novembre, à 10h, en fait, dans le cadre de la grande semaine des tout-petits, il y aura un conte de Noël et une activité de bricolage à la bibliothèque municipale. Ce sera suivi le 29 novembre à 10h également, au pavillon des Arts de Forestville, par la présentation de la pièce de théâtre « Pas de Noël sans étoiles », qui est pour les jeunes de 3 à 7 ans, une initiative de la bibliothèque municipale en collaboration avec la Polyvalente des Rivières. Et finalement, le 2 décembre prochain, de 18h à 20h, le concours du réseau Biblio Côte-Nord. Nous invitons les jeunes à colorer ou décorer des ornements de Noël à la bibliothèque municipale. Voilà. Merci, Mme Tremblay. Merci. À 6.2, dépôt de projet pour la réalisation d'habitations abordables. Alors, on a pris connaissance d'un nouveau programme de financement qui s'appelle Programme de financement des infrastructures en eau pour la réalisation d'habitations abordables. Je vais vous dire très simplement, c'est qu'en fait, on a dû faire le prolongement de l'aqueduc et de l'égout sur la première avenue pour desservir la villa, la nouvelle construction de villa. Et ce programme-là permet donc qu'on dépose un projet de soutien au financement et on peut faire un projet rétroactif, même si l'installation a été faite depuis 12 mois. Alors, c'est une résolution pour autoriser Mme Alison Durocher-Savard à déposer notre demande, notre dossier. Nous ne pouvons pas fixer le montant. C'est à l'analyse de notre projet que le ministère décidera du montant qu'il peut nous octroyer, mais le maximum admissible est quand même de 32 800 $. Alors, c'est une aide financière. Les installations, les infrastructures, bien sûr, sont en place, mais ça nous permettrait d'aller chercher un léger remboursement. Alors, résolution, donc, pour que Mme Durocher présente son dossier et que nous puissions, moi-même et Mme Tremblay, signer les documents qui en découleraient. Je propose. Monsieur, qui a dit « je propose » Nadine. Oui. Mme Nadine Gagné en fait la proposition. Tout le monde est d'accord? Oui. On va aller maintenant à l'urbanisme et mise en valeur du milieu avec le message du conseiller, M. Mario Desbiens. Merci, Mme la maire. Bonsoir. Visite de l'inspectrice municipale. La directrice générale est également inspectrice municipale. Elle a le pouvoir de visiter et d'examiner toute propriété à l'intérieur et à l'extérieur de tout bâtiment afin de vérifier la conformité au règlement du zonage, de construction, de lotissement ainsi que tout autre règlement applicable. Elle peut aussi se présenter entre 7h et 19h et les propriétaires, locataires ou occupants
de ces bâtiments sont dans l'obligation de la recevoir et de répondre à toutes les questions posées relativement au règlement applicable. Merci. Merci, M. Desbiens. À 7.2, le rapport des permis de rénovation et de construction pour le mois d'octobre, donc déposé par Mme Tremblay. Merci, Mme la maire. Alors, pour le mois d'octobre, on a autorisé 15 permis de rénovation pour un montant de 385 011 pour l'ensemble de l'année, donc jusqu'à aujourd'hui, pardon. On a 132 permis d'autoriser pour un montant de 9 749 257. Donc voilà. Nous devons accepter ce rapport par résolution. Proposant, M. Carole Girard. Tout le monde est d'accord? Oui. Sécurité publique maintenant, au point 8.1, le message du conseiller, M. Foster. Merci, Madame la maire. Bonsoir tout le monde. C'est juste un petit message qu'on fait à tous les ans. Je ne sais pas si tout le monde le respecte, là, mais c'est que la semaine passée, le 2 novembre, avec le changement d'heure, d'habitude, on demande aux gens de changer la pile de leurs avertisseurs de fumée pour une question de sécurité. Alors, ceux qui ne l'ont pas fait, ben, on vous demande de le faire parce qu'on veut vous avoir avec nous autres le plus longtemps possible. Pas qu'il vous arrive à rien. Voilà. Une habitude à prendre. Hein? Merci, M. Foster. À 8.2, un dépôt de projet pour la bonification du SUMI. Donc, le SUMI, c'est le sauvetage d'urgence en milieu isolé. Vous savez qu'on a une équipe dédiée à ça. Pour compléter, et vraiment, là, le SUMI sera tout à fait complet. On est revenu plusieurs fois avec des dépôts de projets, des achats, tout ce qu'on avait besoin. Ce qui nous reste pour compléter, c'est que le VTT que nous avons à l'intérieur date de 21 ans. C'est un 2003 Bombardier. Il n'y a plus aucune pièce pour... on en avait gardé un vieux pour faire du remplacement. Mais là, il n'y a plus de pièces pour faire face à tout bris. Donc, il y a résolution ici pour autoriser M. Martin Bouchard, le directeur du service des incendies, à déposer une demande d'aide financière à la MRC dans le cadre de sa politique de soutien aux projets structurants et de signer donc les documents à cet effet-là. La Ville aurait une contribution, une mise de fonds, bien sûr, à mettre, et de m'autoriser, de même que Mme la directrice générale, à signer le protocole d'entente. Alors, grosso modo, les prix donc d'un VTT, les prix pour 2024, on était autour de 15 000 $. Voilà, pour un bombardier, 2 places. Voilà. Donc, résolution pour que M. Bouchard puisse déposer cette demande d'aide financière. Je peux pas proposer. M. Desbiens en fait la proposition. Tout le monde est d'accord? Oui. Dans les travaux publics maintenant, à 9.1, le message de M. Foster. Merci. Le premier paragraphe s'intitule « Balises ». Avec l'arrivée de la neige, nous vous suggérons fortement d'installer des balises sur l'emprise de votre terrain afin d'éviter que l'entrepreneur en déneigement endommage votre aménagement. Les 4 autres qui s'en viennent, là, ça fait 15 ans que je suis ici, là, ça fait 15 ans que je les lis. Mais il y en a encore qui n'ont pas compris. Là, ouvrez grand vos oreilles, là, pour plus que ça arrive cette année, parce que c'est des problèmes pour le déneigeur. Afin d'aider l'entrepreneur à bien entretenir les rues, vous ne devez en aucun temps pousser la neige dans l'emprise de la rue ou sur l'accotement. Stationnement hivernal. Nous vous rappelons qu'il est strictement interdit de stationner ou d'immobiliser son véhicule en bordure du chemin public entre 23 et 7 heures, et ce, du 15 novembre au 15 avril inclusivement, sur tout le territoire de la ville. Les bornes d'incendie. Il est strictement interdit de recouvrir les bornes d'incendie de neige. Si votre déneigeur le fait, par mégarde, vous devriez la déneiger vous-même, puisqu'il en va de votre sécurité et celle de votre famille. Chaque seconde compte dans un incendie. Bac à vidange. N'oubliez pas que les bacs à ordures doivent être en bordure de votre cour et non dans l'emprise de la rue.
Et voilà. Merci beaucoup, M. Foster. À 9.2, autorisation de paiement pour le sel de déglaçage. Alors, vous savez qu'on a adhéré à une entente avec l'Union des municipalités du Québec pour les achats de groupe. Donc, on est à une résolution pour autoriser le paiement à Mine-Selaine pour une quantité de 506,1 kg, conformément au prix négocié par l'UMQ, qui est de 138,49 $ du kilogramme, qui fait un total de facture pour notre ville de 70 089,79 $ plus les taxes applicables. Par résolution, proposeur, je propose Madame Leroux. Tout le monde est d'accord? Oui. À 9.3, dans le programme Primo. Alors, c'est un projet qui est entre la Ville et le ministère des Transports en ce qui concerne la réfection de la route 138 éventuellement. Alors, il y a un programme de soutien financier qui s'appelle le programme Primo 2023, sur lequel la Ville a pris connaissance de toutes les modalités et nous souhaitons obtenir une aide financière dans le cadre de ce programme pour changer, faire le remplacement des conduites d'aqueduc et d'égouts sous la route 138, en même temps que le MTQ souhaiterait, lui, refaire la route 138. Je dis bien dans les prochaines années. Il nous est impossible, évidemment, de dresser un calendrier à l'heure actuelle, mais nous sommes à la table de travail pour en faire un projet conjoint, donc en simultané, changer nos conduites et que la route 138 dans la ville de Forestville pourrait à ce moment-là être rénovée. Alors, on parle d'un dépôt d'une aide financière qui peut varier dans le temps. On est à construire le projet, mais qui serait de l'ordre de 7 millions, estimés qui ont été faits en 2021. Alors, bon, probablement qu'il s'y ajoute quelques centaines et peut-être un peu plus, mais c'est pour vous donner un ordre de grandeur de ce qui est sur la table présentement. Donc, résolution pour que nous puissions déposer, dans le cadre de ce programme-là, répondre à toutes les exigences et travailler à obtenir l'aide financière qui pourrait nous soutenir au meilleur. Proposé, M. Carole Girard. Tout le monde est d'accord? Oui. À 9.4, dans le programme d'aide à la voirie locale, c'est qu'à tous les années, nous recevons une somme d'argent pour soutenir les municipalités dans le cadre des travaux que nous faisons bon an, mal an, dans le cadre de la voirie locale. Dans ce qui nous concerne cette année, nous avons reçu un montant de 32 365 $. Il faut que ce soit engagé dans tous les travaux que nous avons réalisés pour améliorer les infrastructures existantes, mais nous devons, par résolution, approuver ce montant et aller le considérer contre des dépenses qui ont déjà été réalisées au cours de l'année 2023 et bien sûr d'en faire rapport, reddition de compte tel qu'exigé. Donc, un montant de 32 365 $ qui est approuvé sur les dépenses de l'année 2023. Par résolution pour approuver. Monsieur Desbiens, tout le monde est d'accord? Oui. On va au tourisme maintenant avec le message de Mme Gina Leroux. Merci, Madame le maire. Bonsoir à tous et à toutes. Donc, un petit message concernant le tourisme d'hiver. Vivez l'excitation ultime de l'hiver à Forestville. Invitez vos parents et amis à découvrir de nombreux sentiers de ski, de raquettes et de motoneige. Tous entretenus par des bénévoles chevronnés. Donc, invitez-les à voir les paysages d'une blancheur spectaculaire. C'est tout pour moi. Merci beaucoup. On va en hygiène du milieu maintenant avec le message de la conseillère, Mme Nadine Gagné. Merci, Mme la mairesse. Moi, je vous entretiens sur l'horaire hivernal de l'éco-centre de Portneuf-sur-Mer. Prendre note que c'est le nouvel horaire. L'éco-centre est ouvert du mercredi au samedi, inclusivement, de 10h à 15h. Donc, avant de vous rendre, prenez connaissance des matières acceptées en consultant le site Internet de la MRC de la Haute-Côte-Nord
à www.mrchn.qc.ca dans la section des matières, gestion des matières résiduelles ou encore en communiquant avec le numéro suivant au 1-866-228-0223. Voilà, c'est tout pour moi, Madame la mairesse. Merci, Madame Gagné. Au point 12, en loisirs et sports, le message du conseiller, M. Carole Girard. Merci, Mme Anctil. Nous invitons la population à surveiller la programmation du complexe Guy Ouellet en visitant notre site Internet et notre page Facebook afin de connaître les activités et la programmation complète. Et en même temps, un petit rappel à notre population, il y a plusieurs parties d'hockey mineur qui auront lieu les 23, 24 et 30 novembre prochains. Donc, venez encourager nos jeunes la relève. Merci. C'est tout pour moi. Merci, M. Girard. À 12.2, les travaux de réfection du toit du salon de quilles. Alors, on se rappellera que nous avons obtenu une subvention, il y a un projet qui a été déposé, subventionné dans le cadre d'un financement. Les travaux globaux, au total, c'est un projet de 642 000, j'arrondis les chiffres, là, 642 000. Il y a 406 000 dans la subvention qui nous est garantie. Il y a la MRC qui contribue pour 100 000. Et il restera à la Ville, donc, un montant de 136 000 pour compléter le montage financier. L'étape où la résolution de ce soir est nécessaire, c'est que nous avons besoin d'aller vers un architecte pour considérer la mise en place de la planification, les plans et devis. Et c'est très complexe dans le sens qu'il faut des plans et devis électriques, mécanique et de structure. Parce qu'en fait, il y a de l'infiltration d'eau, il y a un problème de ventilation et il y a le chauffage de la salle de quilles est un chauffage au propane dont la tuyauterie est dans l'entretoit. Et c'est en difficulté à tout moment. Ça ne fonctionne pas à l'heure actuelle. D'ailleurs, on est sur un chauffage d'appoint au plafond pour tenter de donner une chaleur. Il est assez clair aussi que les renforts de la toiture n'ont pas été construits de façon assez solide pour que ça soit dans le temps vraiment en bonne et due forme. Alors, dans le dossier de financement, d'ailleurs, il y a une partie de la somme de ce soir qui doit être, et c'est exigé par le Code du bâtiment, d'avoir une surveillance sur place tout au long des travaux. Juste cette partie de surveillance coûte 26 000 $. Mais le Code du bâtiment et la subvention qu'on a reçue du gouvernement exigent cette présence en tout temps, compte tenu des aspects de notre bâtiment qui sont vraiment sont vraiment en danger, qui sont vraiment à refaire. Et c'est en fait pour ça qu'on a eu 406 000 $ du gouvernement, parce que c'est bon. Alors, la résolution ce soir est à l'effet, parce que les firmes d'architectes, c'est très difficile d'en obtenir de ce temps-ci, mais il y a quand même un appel qui a été fait. On a reçu une seule soumission, un architecte de Chicoutimi, M. Daniel Paiement, qui peut prendre le mandat pour un montant de 70 000 $ plus taxes, pour réaliser l'ensemble des travaux. On parle d'études préparatoires, il y a des relevés, il y a des plans préliminaires, je l'ai dit, en électrique, en mécanique, en structure, faire les plans définitifs, aller en appel d'offres pour évidemment avoir un contracteur qui va venir faire les travaux et avec une surveillance en permanence pour que les argents investis, finalement, soient faits dans les règles de l'art, donc, et un suivi de chantier. Ceci étant des règles exigées dans notre dossier de financement. Résolution donc pour octroyer ce mandat à la firme ou le bureau Daniel Paiement, architecte de Chicoutimi, au montant de 70 000 $ plus taxes applicables. Madame Jenny Tremblay. Tout le monde est d'accord? Oui. On va aller en administration maintenant avec l'approbation et le paiement des comptes. Je le redis, les conseillers et conseillères ont eu accès à l'ensemble des documents pour les comptes payés du mois, de même que les pièces justificatives. Si c'est toujours dans votre satisfaction, je prendrai résolution
pour que l'approbation et le paiement des comptes puissent être finalisés? Je propose. Madame Lheureux, ça va pour tous? Oui. À 13.2, le rapport de la directrice sur les contrats qu'elle a accordés au cours du mois. Merci, Mme Anctil. Alors, premier contrat autorisé à Xerox pour le renouvellement de la location annuelle du photocopieur de l'Hôtel de Ville pour un montant de 2141,78 et le photocopieur, voilà. Ensuite, le renouvellement de la location annuelle du photocopieur du complexe Guy Ouellet pour un montant de 1744,67. En B, un contrat accordé à Jean Roy Arpenteur pour les plans de remplacement cadastral pour la 4e avenue, un montant de 1242. Tout ça dans les travaux qu'on effectue actuellement. Ensuite, un autre contrat accordé le 15 octobre 2024 à Romain et Jasmine Corbin. On a acquis une partie de leur terrain en façade pour un montant de 3 000 $, toujours en fonction des travaux qu'on fait sur la 4e pour rendre notre rue conforme. Maintenant, dernier contrat, le 11 novembre 2024, à Technique Consultant pour la stratégie de gestion des actifs, une exigence pour la tech, avoir nos sommes pour un montant de 2 500 $. Donc, ceci met fin au contrat que j'ai accordé ce mois-ci. Et nous devons donc l'obligation que à la suite de ces contrats, c'est qu'à la séance suivante, nous, par résolution, nous acceptions les contrats qui ont été accordés par Mme Tremblay. Quelqu'un en fait la proposition? Monsieur Carole Girard en fait la proposition. Tout le monde est d'accord? Oui. À 13.3, la présentation des états financiers. Alors, la loi sur les cités et villes, dans son article 105.4, nous oblige à déposer à la séance du Conseil, dans les délais, des états financiers comparatifs. Alors, je vais quand même attirer votre attention sur quelques grandes lignes. Le premier rapport qu'on doit déposer, c'est nos résultats au 30 septembre. Okay? Donc, au 30 septembre 2024, nous étions au niveau des revenus à 7 773 799, alors que nous avions mis au budget 9 476 023. Au niveau des dépenses, toujours au 30 septembre, nous étions à 6 516 743 et évidemment, on avait un budget équilibré à 9,4 millions. Alors ça, c'était au 30 septembre, façon de suivre l'évolution du budget. L'autre partie des états financiers comparatifs que je me dois de vous déposer, c'est qu'il nous faut estimer, à partir du 30 septembre, qu'est-ce qu'on pense qui va se passer jusqu'au 31 décembre. Okay? Alors, dans les prévisions, au niveau des revenus, donc estimés jusqu'au 31 décembre 2024, nous estimons à 9 177 590. Nous avions mis au budget, vraiment souhaité, des revenus de 9 476 024. Okay. Au niveau des dépenses, ce qu'on estime jusqu'au 31 décembre prochain, des dépenses estimées de 8 853 705. Alors, si tout ça se conclut, il y aurait donc, on avait présenté un budget équilibré de 9,4 millions et finalement, nos revenus seraient un peu moindres, mais nos dépenses aussi vraiment moindres, de 8,8 millions. Ceci étant les chiffres fournis par notre direction des finances, conformément à la loi. J'ai besoin d'une résolution pour accepter ces états financiers comparés, présentés par Mme Annie Morin. Monsieur Desbiens en fait la proposition. Ça va pour tous? Oui. 13.4. Nous avons besoin d'avoir une marge de crédit dans notre fonds d'immobilisation. La loi sur les cités et villes le permet et il y a lieu vraiment de contracter une marge de crédit, de demander à la Caisse des jardins du centre de la Haute-Côte-Nord une marge de crédit de 2 millions qui nous permet, quand on est en attente de subventions importantes, de ne pas cumuler des intérêts sur des factures. Alors, sur notre marge de crédit, on est capable de mieux gérer les dépenses, faire les paiements partiels à l'évolution de certains de nos projets.
Résolution, donc, pour déposer cette demande de marge de crédit et de nous autoriser, évidemment, à en signer les documents nécessaires. Madame Nadine Gagné, ça va pour tous? Oui. À 13,5 au niveau des archives. Alors, nous avons un calendrier de conservation des archives qui dit, conformément d'ailleurs aux règles en vigueur, permet à la Ville de conserver des factures pour une période d'1 an en statut actif, puis de 5 ans à ce qu'on appelle statut semi-actif. Alors, on est en train de débuter le ménage dans nos archives et il y a des factures donc, qui peuvent être détruites sur la règle de actif et semi-actif, mais nous devons, par résolution, mandater notre directrice générale qui, elle, va autoriser la destruction des factures des fournisseurs pour les années 2018 et les années précédentes, pour vraiment être conforme à la gestion documentaire. Proposé, M. Richard Foster. Autorisation de déplacement. Nous avons M. William Pettinella, un pompier, qui irait chercher son accréditation comme instructeur opérateur autopompe. La formation est les 26 et 27 octobre à Saint-Georges-de-Beauce. Par résolution pour autoriser son déplacement, Mme Nadine Gagné. Ça va pour tous? Oui. Dans les ressources humaines, maintenant, au niveau du service incendie, nous avons les recommandations du service pour l'engagement de Mme Elisabeth Duhays dans la division de Portneuf-sur-Mer et M. Sébastien Boucher dans la division de Les-Escoumins, 2 pompiers-pompières à temps partiel, recommandé par le service des incendies. M. Carole Girard en fait la proposition. Tout le monde est d'accord? Oui. On va aller dans les actes législatifs maintenant. On en a plusieurs. À 15,1, premièrement, le prolongement de la 4e avenue. Alors, on a vu tantôt, d'ailleurs, dans les contrats accordés par notre directrice générale, qu'il y a eu une partie, on a fait l'acquisition d'une partie du lot de la famille Corbin, M. Romain et Mme Jasmine Corbin. L'acquisition de cette parcelle de terrain fait partie intégrante maintenant de l'emprise de la 4e avenue. C'était absolument nécessaire, donc, d'acquérir ces terrains. C'est une entente qui a été conclue avec les propriétaires sur un montant forfaitaire de 3 000 $. Cette résolution, c'est M. Jean Roy, on l'a vu tantôt, qui a fait le cadastre nécessaire et le notaire, Maître Denis Turcotte, est à préparer le contrat notarié. Résolution donc pour conclure cette transaction avec M. et Mme Corbin. Proposition de Mme Leroux. Ça va pour tous? Oui. À 15,2, l'adoption du règlement 326. Règlement 326, je ne sais pas si vous vous rappelez, à un moment donné, j'avais parlé de la loi 57 qui a été passée, loi visant à protéger les élus municipaux et à favoriser l'exercice sans entrave de leurs fonctions. On l'avait passé ici. Il y en est question aussi, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, pardon. Considérant donc que ce règlement a pour but, entre autres, d'établir le fonctionnement des séances ordinaires et des séances extraordinaires du Conseil, ça vient préciser l'ordre, le décorum de la période de questions. Et depuis, donc, on a passé l'avis de motion et aujourd'hui, l'adoption du règlement. Il n'y a eu aucun changement qui a eu lieu entre la présentation et le présent règlement, la présente adoption. Par un proposeur, s'il vous plaît, pour que ça soit mis en vigueur. Madame Jeannie Tremblay. Ça va pour tous? Oui. On a quelques avis de motion donc à donner. Premièrement, à 15,3 sur le règlement 2024-327. Ce règlement-là va concerner les ventes de terrains résidentiels, commerciaux et industriels qui va permettre l'annulation d'une vente. Si quelqu'un a fait donc une réservation, un dépôt, mais qui ne conclut pas par la suite, soit au moment du contrat notarié, mais il y aura donc un règlement. Nous devons adopter un règlement
pour en écrire comme il faut les conditions. Alors, il y a une promesse d'achat, mais parfois, la vie réserve des surprises par la suite. Et il faut avoir un règlement qui prévoit les conditions que la Ville met en vigueur. Donc, c'est un avis de motion donné par Mme Nadine Gagné. Merci. Par la suite, le règlement 328, on est vraiment sollicité afin d'adopter dans un prochain conseil règlement relatif à la gestion contractuelle qui va faire en sorte, entre autres, qu'on va privilégier des entreprises ayant un pignon sur rue, son établissement au Québec ou ailleurs au Canada. Donc, privilégier les entreprises du Québec et du Canada versus tout autre concurrent. Le projet de règlement va suivre, c'est une obligation qu'on demande aux municipalités. Avis de motion pour le moment. Messieurs, Mesdames, avis de motion. Madame Janie Tremblay. Le 329, avis de motion aussi, on est au 15.5. C'est un avis de motion pour adopter notre imposition des taxes. Le prochain budget, on est à l'étude du budget présentement, donc nous devons, ça doit se faire par règlement relatif à l'imposition des taxes, taxes foncières et taxes de compensation pour les services municipaux que sont l'aqueduc, l'égout et les matières résiduelles. Projet de règlement qui sera déposé ultérieurement. Avis de motion. Monsieur Carole Girard. Même chose à 15.6, avis de motion, mais à ce moment-là, c'est pour le budget. Donc, ce sera le règlement pour l'adoption du budget 2025 et du programme triennal des immobilisations 25, 26 et 27. Avis de motion demandé. Je propose. Ça a proposé à droite et à gauche. Monsieur Desbiens. Tout le monde est d'accord. 4 proposeurs. À 15.7, directive relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle. Alors, la loi sur les langues officielles du Québec, le 1er juin 2022, est venue, dans le fond, dicter par sa charte un devoir qu'on appelle un devoir d'exemplarité pour les administrations municipales. Alors, nous devons, par règlement, par directive, déclarer que nous utiliserons le français partout lorsque c'est possible et que c'est la première approche que nous allons faire à l'égard de tout client. Toutefois, si nous avons des promoteurs ou des visiteurs qui sont unilingues, anglophones, il faut prévoir dans le règlement que nous sommes autorisés à être dispensés, que ça se passe en français, si nos visiteurs ne comprennent pas un mot français. Alors, tout ça est dans une directive qui s'appelle « Directive relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle de la ville de Forestville ». Nous devons l'adopter, classer dans nos archives, publier sur notre site Internet. Et cette résolution remplace toute autre directive qui avait pu être mise en vigueur. Le Québec français. Proposition. Madame Lheureux fait la proposition pour adopter cette directive. Merci beaucoup. C'était donc notre ordre du jour de ce soir. Il y a question de précision ou de détails sur les sujets abordés, Madame Joël? Oui, j'ai quelques questions. Oui. Au niveau des états financiers, ce qu'elle a parlé, Mme Arsenault, de l'amiante, est-ce que ça a été comme réglé en 2024? Avez-vous commencé les calculs? On n'a pas commencé. C'est ce qui fait que c'est un règlement maintenant, ça fait partie d'une obligation municipale. On est en train d'identifier dans nos bâtiments. En incendie, c'est évidemment aussi les casernes des municipalités membres. C'est pour ça qu'il va y avoir une écriture, il va y avoir une mention dans nos états financiers. Cette obligation-là n'est pas totalement rencontrée. Alors, ça sera noté, mais c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, ça sera régularisé pour la prochaine année. Parfait.
Au niveau du manque de respect, vous avez parlé quand même tantôt que vous pouviez vous rendre jusqu'à la Sûreté du Québec. Est-ce que c'est quelque chose qui a été fait jusqu'à maintenant? Non, non, ça n'a pas été fait. On tente plutôt d'aller par la conscientisation. On demande à nos citoyens d'être respectueux. Puis, tu sais, je le redis, les gens qui ont des désaccords avec des réglementations ou quoi que ce soit, oui, on est tout à fait ouvert à les entendre. Ce qu'on souhaite, c'est que ça se fasse dans le respect. Et dans les obligations de la santé et sécurité au travail, les employeurs ont une responsabilité que l'environnement de travail de ses employés, direction, peu importe, se fasse dans un environnement sain et sécuritaire. Alors, nous procéderons pour que nos obligations soient rencontrées. C'est un rappel, mais si ça persiste, je suis à mon 2e rappel, mais peut-être que le 3e, ce sera des procédures. Alors, on est mieux avisé en conséquence. Il y a une loi pour protéger les élus. On a vu d'ailleurs dans les débats publics toutes sortes de situations plus malheureuses que les unes que les autres. Ça s'applique aux élus et ça s'applique à l'ensemble de nos officiers municipaux. Au niveau du remplacement des conduites d'aqueduc sur la route 138, est-ce que c'est parce que c'est des vieilles conduites? Pourquoi la ville veut remplacer ça? Oui, ça a vraiment besoin. Oui. Oui, on a vraiment besoin de les changer parce que, je ne sais pas si vous voyez au fil des années qu'on a des bris, hein, ça casse en dessous. Et ouvrir la 138, évidemment, surtout aussi, par exemple, en hiver, c'est des travaux qui sont dispendieux et ce qu'on découvre, c'est évidemment des conduites qui datent de plusieurs années, qui ont vraiment besoin. Alors, c'est ça qu'on est en train d'identifier avec les ingénieurs, les conduites. Et le MTQ avait le projet, lui, de refaire la route 138, l'asphaltage, tout le design. Alors, évidemment qu'on veut joindre les deux projets. On ne veut pas que le MTQ fasse son asphalte et que quelques années plus tard, alors il faut que ça se fasse en simultané. C'est vraiment une condition non discutable, c'est essentiel. Mais c'est ça, nos conduites au niveau de la ville ont vraiment besoin d'être refait à neuf. Puis est-ce que ça serait toute la route 138 de Forestville? Non, pas partout. Là, c'est ça qu'on est en train au niveau des plans et devis avec les ingénieurs. Mais non, toute la route 138 n'est pas dans le même état. OK. C'est ça. Au niveau du travaux de réfection du toit du salon de quilles, dans le fond, le 70 000 de l'architecte, est-ce que ça s'ajoute à la partie de la ville qui était 136 000? Non, il est à l'intérieur. C'était déjà compris, fait que c'est pas un plus là, pour la ville, c'est juste de l'adopter. Il faut aller dans l'ordre, oui. OK, parfait. Puis au niveau des travaux, est-ce que vous avez un échéancier? Est-ce que ça sera fait pour l'an prochain? Souhaitable, parce qu'on est dans une situation à l'heure actuelle. Il y a de l'infiltration d'eau, le chauffage est défectueux. Je l'ai dit, on a un chauffage d'appoint, alors ça ne peut pas perdurer. Il faut vraiment qu'on espère que les plans et devis dont il était question, que ça puisse se faire dans les prochains mois pour que rapidement, au printemps, enfin, au meilleur. Puis juste en terminant, c'était pas dans les sujets d'ordre du jour, un petit peu, mais juste les travaux sur la 8e rue et 4e avenue, c'est quand même presque terminé. Donc peut-être un petit bilan, comment ça s'est passé, est-ce que ça achève, il reste combien de temps? L'asphaltage s'est fait aujourd'hui. D'ailleurs, on a fait shaker les murs de l'hôtel de ville depuis ce matin. Ça a été un peu pénible parfois. C'est très bien, c'est très beau, ça s'est quand même bien déroulé, ça a respecté l'échéancier, on avait dit 6 semaines, et il y a eu quelques inconvénients dans l'accès aux propriétés. Des fois, ça s'est fait un peu plus vite, puis il y a eu des difficultés d'accès. Les gens ont stationné ici, à l'hôtel de ville, alors les gens, on s'accommode, là, mutuellement, mais ça s'est bien déroulé. Les arbres ont été replantés, d'ailleurs, même dans le parc, ça s'est tout fait cette semaine. Alors, c'est dans les règles de l'art. Parfait. Est-ce qu'il va rester des travaux pour le printemps, comme le gazon et tout ça? Oui, j'imagine, sûrement. C'est ça. Hein? Sûrement, parce que là, c'est ça. Le temps, nous, on était un peu à la limite. Là. On était chanceux aujourd'hui. Hier, ça allait pas bien. On était chanceux aujourd'hui de pouvoir asphalter. Parfait. Donc, ça devrait se terminer comme cette semaine. Oui. Super. C'est pas mal ça pour moi. Merci beaucoup.
Donc, merci à ceux qui nous ont suivis à la maison. Merci, mesdames, messieurs les conseillers, conseillères, madame Tremblay. Résolution pour clore la séance, unanimement résolue, proposée par madame Nadine Gagné. Merci beaucoup.